Alors, je passe maintenant la parole à Aurélie Aubert, qui est maître de conférence à l'Université de Paris 8, qui va nous parler du journalisme citoyen, celui qui envahit les réseaux sociaux, mais pas seulement. Alors, le journalisme citoyen, est-ce une nouvelle forme de populisme? Pour l'instant, il y a un point d'interrogation. À vous de nous dire si on le supprime à la fin de votre intervention. Le journalisme citoyen, vous verrez que c'est une expression que je n'aime pas beaucoup, je préfère pour ma part parler de populisme, a surgi, on a l'impression qu'il a surgi finalement avec Internet, on a toujours l'impression que tout est neuf avec Internet, mais c'est loin d'être le cas. Le journalisme citoyen fait appel, d'une certaine manière, au peuple. Au moment du développement de cette presse à grand tirage, eh bien, la presse se voit obligée, ou se sent obligée, d'insérer des rubriques dont les patrons de presse pensent qu'ils vont plaire au peuple. La question du fait divers a été évidemment très très exploitée. Donc on est ici dans une veine un peu différente, mais parce qu'on a des journaux qui s'adressent au peuple. Dans le siège de mai 68, on a l'apparition de médias communautaires et alternatifs qui là aussi font appel au peuple, finalement, contre la logique de ce qu'on appellerait aujourd'hui les médias mainstream, médias qui vont dans le sens du courant libéral. Alors ça a pu prendre des formes très différentes, des télévisions alternatives, des télévisions locales, des radios communautaires, bien sûr. Et puis j'ai mis ici en regard la première une du journal Libération d'avril 1973. Je trouve très intéressant quand on revoit cette une, on a effectivement cet appel au peuple très clair, prenez votre journal en main, qui s'adresse à ses lecteurs et qui demande d'ailleurs une souscription. Il y a l'idée que ce nouveau média va renouveler le genre journalistique en s'adressant au peuple, bien sûr, surtout en utilisant aussi ces contributions, qu'elles soient financières ou qu'elles existent aussi dans ces pages. Alors, ce qui s'est produit en fait avec Internet, c'est qu'évidemment les participations du grand public sont devenues beaucoup plus visibles et évidemment les débats violents parfois sont aussi devenus beaucoup plus visibles. C'est ça qui s'est produit avec Internet. Donc le pouvoir des citoyens du net qui viendraient contrebalancer les errances du quatrième pouvoir, c'est-à-dire des journalistes. Ce qui a percé, c'est ce que j'appelle le participatif encadré, qui va faire le travail de sélection et qui va finalement continuer à faire son travail de journaliste et qui va accorder une place à la parole du grand public. Les sites se sont rendus compte que si d'informations, s'ils ne modéraient pas correctement leurs commentaires, eh bien, ça ouvrait la voie à de plus en plus de violence et à des commentaires de plus en plus problématiques. Voilà. Donc vraiment la question de la modération est centrale dans la mesure où il n'y a plus que les commentaires, il n'y a pas que les commentaires, il y a aussi ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je crois que les médias d'information finalement ont compris dans la dernière décennie il n'était pas possible de faire appel totalement aux productions du grand public parce que le travail de collecte et d'analyse doit continuer à être fait par les journalistes. En revanche, le travail de commentaire qui peut parfois être tout à fait constructif, il faut, à mon avis, que les rédactions continuent à réfléchir sur la question. L'abstention ne serait pas seulement un signe d'exclusion, une indifférence, mais pourrait être aussi une manifestation ou une démarche populiste. Est-ce que c'est ce que vous pensez? Au lendemain donc des élections municipales de 2014, du premier tour, Le Monde nous indiquait qu'on ne pouvait pas conclure qu'il n'y avait pas de lien entre le taux d'abstention et le score du FN. Pourquoi? Bien parce que d'une part, effectivement, si dans les villes où le Front National se maintenait au second tour, on avait un taux d'abstention qui était supérieur à la moyenne nationale, dans les villes où le Front National recueillait plus de 20% des voix, ce taux d'abstention était, lui, plus faible
de 1 point par rapport à la moyenne nationale. Ce lien entre abstention et Front National, il peut être dû à un certain nombre d'autres données. On s'aperçoit qu'il y a une corrélation positive entre le taux de chômage et la part des couples dans la population. C'est-à-dire que plus le taux de chômage augmente, plus la part des couples dans la population augmente, plus le score du Front National va être important. À l'inverse, on a une corrélation négative avec un certain nombre d'autres données. On s'est aperçu que lorsque ce revenu médian augmente de 1 000 euros, le score du Front National baisse de 0,19%. Autres données qui sont, variables qui sont corrélées négativement avec le score du Front National, ce sont la part d'immigrés dans la population, la part des diplômés du supérieur et enfin la part des familles monoparentales. Plus il y a de familles monoparentales dans la population et plus le score du Front National diminuera. La qualité de ce modèle est de 90%. On explique 90% des variations du score du FN par notre modèle. On va avoir des conditions communes qui vont favoriser le pourcentage d'abstention et le pourcentage obtenu par les candidats d'extrême droite au premier tour de notre présidentielle en 2017, conditions notamment de précarité économique, culturelle et sociale, mais aussi des lieux d'habitation. Donc pour conclure, le désintérêt pour les élections va aller de pair avec une forme de contestation, de vote contestataire, qui va être lié à tous ces facteurs environnementaux, sociaux, économiques et culturels pour les extrêmes, donc que ce soit à droite ou à gauche, qui vont être communs à l'abstention et au score du Front National. Et dans ce cas-là, peut-être qu'il faudra mettre en place d'autres modèles statistiques un petit peu plus complexes. La parole à Muriel Béas, donc notre discutante. J'ai l'impression qu'avec nos 3 invités ce matin, on a tenté de dessiner le visage, la forme du populisme et de comprendre son mode d'expression, son mode de participation. On a compris la difficulté d'identifier cette forme qui est un ensemble de paradoxes et de contradictions, comme vous nous l'avez dit, mais on a pu concevoir un masque qui porte un rêve, une promesse d'un gouvernement par et pour le peuple, c'est la formule que j'ai retenue, et c'est une conception du peuple, un peuple vrai, qui détient la vérité, c'est ce qu'on a vu, avec un mode opératoire, le conflit. C'est une posture aussi, c'est un mode de rapport au pouvoir politique, mais au 4e pouvoir aussi, le pouvoir du journalisme. Et finalement, ce populisme avec les médias numériques font appel à cette manne, on peut dire ça comme ça. Les potentialités d'expression se sont multipliées avec Internet. Et avec le monde des médias, on aurait pu espérer qu'on passe de l'invisible au visible. En fait, ce que j'ai compris, c'est que c'est une tentative plus ou moins réussie. C'est un rendez-vous manqué, avec la visibilité en tout cas. Et derrière le masque, finalement, de l'appel citoyen, appel au grand public, appel au peuple, on a différents profils. Le populisme, en fait, est un personnage qui semble échapper toujours. Est-ce qu'il faut faire appel à la sociophysique de Serge Galam pour le comprendre? Les chiffres, les statistiques parlent. Ils nous parlent, mais il faut encore les interpréter. Alors finalement, ce populisme qu'on n'arrive jamais à saisir dans son entier, à qui profite-t-il? Finalement, il nous fait débattre, il nous oppose ou il nous réunit. Est-ce qu'il est une dimension importante, finalement, de la démocratie ?